Mesdames et messieurs, bienvenue à vous à ce nouveau Prime d'entretien, votre magazine d'analyse et de décryptage sur des questions économiques, mais aussi d'autres questions de développement. Aujourd'hui, on parle des questions d'enjeux internationaux. Après la guerre de l'Ukraine, après la guerre entre le Hamas et Israël, cette fois-ci, une nouvelle guerre a éclaté au niveau de Moyen-Orient. La coalition États-Unis-Israël face à l'Iran. Que comprendre de cette bataille et surtout dans la perspective et dans l'intelligence diplomatique des États comme le nôtre, quelle posture prendre, quelle position prendre, que faut-il faire pour éviter de devenir des éléments de choc dans cette bataille de géants. Il se raconte beaucoup de choses autour de cette guerre, mais pour en parler aujourd'hui, on est allé chercher quelqu'un qui est devenu un habitué de cette émission, mais un expert en question de relations internationales. Il est enseignant, il est pasteur, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus devenu un guide, surtout pour la jeune génération. Le docteur Silas Mimil est avec nous. Après, je crois 2 ou 3 dernières séances sur le Zohrach. Surtout, rassurez-vous, on n'a pas encore fini. On a juste marqué une pause pour ne pas saturer l'opinion sur le livre. On va y revenir, mais aujourd'hui, revenons sur les questions d'actualité. Docteur Silas, très heureux de vous avoir. Le plaisir est partagé. Content de vous savoir en forme. Merci. Un peu plus beau qu'avant. Très intéressant. Merci. Alors, la première des questions qu'on voudra poser aujourd'hui, dans cette bataille, il y a aussi la guerre d'information qu'il y a au niveau des réseaux sociaux particulièrement, et la compréhension est un peu hybride sur les raisons sous-jacentes de cette guerre. Vous avez un regard différent de nôtre, parce que les enjeux au niveau international, vous connaissez, vous en êtes expert. S'il faut définir aujourd'hui les éléments basiques et les raisons de cette guerre, où pour la plupart on ne voit vraiment pas des raisons apparentes qui pouvaient conduire à cette guerre-là, qu'est-ce que vous direz à l'opinion particulièrement congolaise et africaine, qui a aussi l'obligation de se faire son opinion sur cette bataille, qui subit également l'influence sur l'approche communicationnelle? Merci beaucoup, mon cher ami Diana. Ici, il faut d'entrée de jeu rappeler, autrefois l'information pendant le moment de conflit interétatique était considérée comme étant un élément de pouvoir. Mais aujourd'hui, l'infosphère est devenue en lui-même le pouvoir. C'est-à-dire, il ne suffit pas de se verser sur le théâtre de confrontation, de combat, sans savoir comment contrôler l'information. Parce que la guerre, aujourd'hui, surtout lorsqu'une guerre engage des États, on ne peut pas la continuer sans faire intégrer l'opinion publique. Et l'opinion publique n'a pas toujours la même perception des choses que ses dirigeants. Donc il faudrait se rassurer qu'on donne à l'opinion publique des raisons valables qui lui poussent à croire et à accepter même des sacrifices au nom de cette guerre qu'elle aurait peut-être au départ refusée. Alors, nous sommes ici en face d'une guerre qui se fait hybride pour plusieurs raisons. D'abord, la multiplicité des acteurs. Ce n'est pas une guerre entre deux États. Ce n'est pas une guerre entre deux ennemis gérés, la République islamique d'Iran et l'État hébreu. Mais nous avons en face un État qui, en temps normal, en tant que puissant, devrait se présenter comme arbitre, comme un médiateur, mais il a jugé bon de jouer le jeu de la belligérance en lieu et place de faire l'arbitrage, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Donc nous avons d'une part la coalition américano-israélienne et d'autre part nous avons la République islamique d'Iran. Ce qui fait de cette guerre une guerre hybride, c'est aussi parce qu'au niveau de la coalition, les belligérants n'évoquent pas les mêmes raisons. Si pour Israël, la cessation ou encore la fragilisation radicale de l'État islamique d'Iran constitue pour lui une question de survie, il n'en est pas le cas pour les États-Unis d'Amérique, qui, de temps en temps... Survie sur l'approche idéologique seulement, sur le plan étatique? Sur le plan idéologique, parce qu'il faudrait dire qu'au niveau du Moyen-Orient, Israël a toujours considéré l'État islamique d'Iran comme étant son plus grand ennemi. Et ça, ce n'est pas en vain, c'est quelque part justifié parce que dans la constitution iranienne, il est même reconnu.
parmi les prérogatives reconnues au chef de l'État, de mettre en place des moyens pour pouvoir neutraliser l'État d'Israël. Et l'État d'Israël aussi gire par la disparition de l'Iran. Alors, là, c'est d'abord du point de vue idéologique. Les États-Unis d'Amérique entrent dans le jeu, mais pas avec les mêmes motivations. Déjà, il faudrait dire qu'à ce stade, l'Iran ne constitue pas une menace directe aux intérêts américains. Okay? À moins que les intérêts américains se voient menacés du fait que l'Iran soit un grand pourvoyeur en termes de pétrole et de gaz à l'endroit d'un ennemi qui est la Chine. Okay? Qui est la Chine, le pétrole et le gaz iranien. Donc vous comprenez qu'on ne sait pas dire à ce jour. Donald Trump parle par exemple du démantèlement du programme nucléaire iranien. Marco Rubio parle par exemple de la nécessité d'accompagner l'État d'Israël pour pouvoir déstabiliser un régime ennemi. Hetzel, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, lui c'est encore plus un idéologue. Okay? Il va même recourir à la dimension théologique, pour ne pas dire religieuse, de cette guerre. Il pense que l'Iran, qui représente Satan, il faudrait carrément en mettre fin. Voyez-vous? D'autre part, l'Iran, qui ne veut pas fléchir, qui quelquefois accepte de négocier, parce qu'il faudrait rappeler que lorsqu'on lance les hostilités à la date du 28 février, le 26 et le 27, il y a eu des émissaires autour d'une table. D'ailleurs, on parle à ce jour de 3 Iraniens qui sont bloqués à Genève parce qu'ils étaient allés pour les négociations. Donc on ne sait pas au juste définir les raisons véritables de cette guerre, surtout de la part des États-Unis d'Amérique, qui devient à ce jour l'acteur principal dans ces conflits, bien qu'étant secondairement concerné par rapport à l'État d'Israël. Et la difficulté de définir les objectifs que l'on mène dans une guerre rend difficile la cessation de cette guerre. Parce que pour qu'une guerre arrive à sa cessation, soit parce qu'on a atteint les objectifs, parce qu'on n'a pas les moyens de les atteindre, et on accepte de capituler. Et donc nous sommes face face à un bourbier dans lequel nous nous sommes engagés, une guerre entre quelques États, mais aux conséquences régionalisées, mais aussi aux incidences mondialisées. Parce que l'économie du monde ne va pas rester intacte sans en pâtir. Sans en pâtir, oui, voilà. Surtout avec le canal d'Ormuz qui aujourd'hui... Les détroits d'Ormuz, où passe pratiquement 22% de trafic pétrolier, voyez-vous. Et les Iraniens veulent utiliser cela comme étant une arme de guerre. Parce qu'ici, différemment de beaucoup d'autres guerres que le monde a connues, ici, nous sommes face à une guerre définie comme étant qualifiée d'une guerre existentielle. Généralement, Vous anticipez sur la question, parce que avons-nous déjà connu une guerre de cette nature-là? Et quels seraient les usages courants pour pouvoir arriver au bout de la multiplicité des raisons de cette guerre-là? En tout cas, la nature de ces guerres laisse perplexe la plupart des stratèges et d'observateurs pour ne pas être à même de prédire ce qui va se passer. Parce que nous sommes en face de communautés qui estiment qu'accepter leur faiblesse, ce serait capituler ou même accepter la cessation de leur existence. Donc tous les moyens sont bons. On va verser dans une guerre non conventionnelle où les belligérants seront capables de recourir à n'importe quel type d'armes, quel type de moyens, pourvu de traîner les choses pour que la guerre, une fois engagée dans l'usure, que l'on puisse avoir le temps de se reposer, mais aussi de fatiguer l'ennemi. Mais les États-Unis d'Amérique ont intérêt à finir cette guerre très tôt. Pas plus tard qu'hier, je crois en Floride, le président Donald Trump a laissé entendre que la guerre était sur le point de finir, alors que l'on croit que ça sera très difficile. Ça, il faut s'en assurer. Ça sera très difficile pour les Iraniens de se laisser vaincre aussi facilement, dans la mesure où les menaces ont tellement pris du temps
sans que l'on passe à l'action. Et ces menaces n'ont pas seulement effrayé les régimes iraniens, mais leur ont aussi donné la possibilité de pouvoir anticiper et de se préparer en conséquence. Ce qui fait que, avec toutes les sanctions qui pesaient sur leur tête, la République islamique d'Iran a quand même réussi, par la résilience, à mettre en place une industrie militaire capable de pouvoir l'aider à s'approvisionner et à faire face à cette guerre. C'est vrai que militairement parlant, la République islamique d'Iran ne peut pas tenir face à la puissance de feu de l'État d'Israël, moins encore celle des États-Unis d'Amérique. Et la question, pourquoi les États-Unis continuent à vouloir ratisser large, aller chercher des alliés comme il est fait avec Mais justement, c'est parce qu'on montre que les États-Unis se sont lancés dans une guerre qu'ils n'avaient pas préparée. Ce n'était pas la guerre des États d'Israël, c'est l'impréparation. Vous comprenez? On a beaucoup plus considéré l'aspect politique et diplomatique bilatéral entre les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël. Je le disais même il y a une semaine lors d'un tweet que je fais sur X pour dire, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'est quand la marionnette, quand le proxy devient quand l'hégémon devient le proxy. Parce qu'ici, c'est Trump qui est censé être l'hégémon pour imposer son hégémonie. Et Benjamin Netanyahou doit être le proxy. Mais il y a eu comme inversion de rôle. C'est Netanyahou qui entraîne Trump. Et Trump se rend compte qu'aujourd'hui, c'est difficile de finir cette guerre parce que nous n'avons pas pris le temps nécessaire pour étudier d'abord les véritables raisons qui poussent l'État d'Israël à aller en guerre contre l'Iran, mais aussi la détermination de l'Iran, de cet État iranien, à pouvoir tenir face aux attaques de l'État hébreu. Donc, nous sommes face à cette constellation des raisons, des prétextes et ainsi de suite. Et la difficulté pour les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est que le fait de ne pas avoir vu en amont ce que cela pourrait donner comme résultat, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont obligés de faire appel à quelques alliés. Pas seulement faire appel à quelques alliés, regardez la stratégie de l'Iran. Les États-Unis d'Amérique et l'État hébreu frappent l'Iran. L'Iran ne réagit pas contre les États-Unis d'Amérique directement, mais réagit contre les intérêts américains dans les pays du Golfe. Alors que ces intérêts américains dans les pays du Golfe, ce sont pour la plupart des bases militaires qui avaient aussi pour vocation, lors de signature des accords bilatéraux entre les États-Unis d'Amérique et chacun de ces États du Golfe, c'était pour leur assurer la sécurité en cas de guerre. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que celui que nous avons hébergé chez nous, pour pouvoir nous garder, il devient même pour nous une raison d'insécurité. Donc nous sommes en face de l'insécurité à cause de celui qui était censé nous garder. Il y a comme une sorte, de démystification. Il y a comme une sorte de déshabillement que les États-Unis d'Amérique auraient pu éviter si on avait continué avec les négociations. Parce qu'il faudrait rassurer ici, il faudrait se rassurer que la République islamique d'Iran, bien restant radicale, il faudrait les reconnaître, ces radicalismes, a quand même fait des concessions, a accepté de négocier. Voyez-vous, quand même fait des concessions pour accepter de négocier. Et aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, que ce soit au Bahreïn, que ce soit à Oman, que ce soit au Qatar, que ce soit aux Émirats arabes unis, partout où se trouvent les intérêts américains, les États qui ont témoigné de leur hospitalité aux États-Unis d'Amérique se sont menacés. Et ça, c'est une stratégie que l'Iran a utilisée pour pousser ces États, pour leur forcer la main, à exiger aux États-Unis d'Amérique à pouvoir mettre fin, calmer le jeu. Ok. Maintenant, dans le chapitre des responsabilités, vous en avez évoqué tout à l'heure, ou effleuré presque la question. Est-ce que la raison de la résistance de l'Irak, qui semble avoir été préparée depuis beaucoup trop de temps, n'est pas justement de l'historicité de fait et la gestion des cas d'insécurité par le gémon qui devrait être les États-Unis? Oui. Si on rentre dans l'exemple Saddam Hussein, le cas le plus récent, c'est le président vénézuélien. Oui. Est-ce que ce n'est pas justement cette crainte-là qui justifierait cette forme de résistance et presque ces débats des sourds où on assiste maintenant? Il faut dire que les Iraniens se distinguent, entre autres, de par leur personnalité,
qui puisent dans leur nostalgie. Ce sont des Perses. Ils se disent que nous avons existé avant que l'Amérique ne fût. Nous existions. Nous sommes l'Empire perse. Un autre avantage qu'ils ont dans leur compte, c'est aussi une sorte d'homogénéité théologique ou religieuse pour la plupart des chiites. OK? Alors, ce qui fait que cette sorte d'homogénéité permet à ce que même s'il y a divergence du point de vue politique, OK, mais aussi face au mal qui vient de l'extérieur, parce que c'est aussi là l'infosphère, il faut dire que le régime iranien a aussi beaucoup travaillé dans la désinformation pour faire croire aux Iraniens que nous sommes détestés par tous, d'où notre union, notre résilience serait pour nous la seule façon d'assurer notre survie. Ce qui joue aujourd'hui à son avantage. Mais aussi les Iraniens ont fait preuve d'une bonne lecture géopolitique. C'est-à-dire, ils ont vu ce qui s'est passé en Irak. Parce qu'il faudrait dire ici que c'est depuis 1979 que le régime de Téhéran a toujours été en conflit avec les États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous de la prise en otage pendant presque 440 jours des ressortissants américains, pour dire déjà que le fait d'avoir réalisé cet exploit, maléfique soit-il, a quand même été une démonstration de force. Parce qu'en géopolitique, il y a ce qu'on appelle le faible fort. C'est qui le faible fort? Je ne peux pas tenir face à Diana pour me battre avec lui dans un combat conventionnel. Il est surentraîné, il est plus outillé que moi, il a une logistique, un armement de loin supérieur au mien, mais je peux être nocif en lui crevant les yeux. Okay. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le faible fort. Et l'Iran s'inscrit dans cette logique-là. C'est un peu la logique dans laquelle s'inscrivent la plupart des groupes terroristes. Ils n'ont pas les mêmes moyens que des États, mais ils peuvent secouer un État et même le mettre à genoux. Et cette lecture géopolitique que l'Iran a fait, bien avant même la capture de Maduro au Venezuela, avait fait à ce que l'Iran ait compris que nous devons devenir un État intelligent. Ce qui fait de l'Iran aujourd'hui le deuxième pays producteur d'ingénieurs dans le monde. D'ailleurs, si vous devez considérer le nombre de femmes ingénieurs, l'Iran est en premier. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est grâce à l'ingénierie que nous allons nous fabriquer nos armes. Parce que nous avons des sanctions venant de partout. Nous n'avons pas le droit de nous approvisionner en armes. Notre ennemi juré, qui dispose déjà d'une arme nucléaire, ne veut pas que nous puissions enrichir notre uranium. D'où nous n'allons pas faire appel aux savants extérieurs, nous allons nous auto-former, former nos enfants, pour que si jamais il y avait confrontation entre nous et ceux qui nous détestent, nous puissions trouver le moyen et voie pour pouvoir survivre. Donc l'Iran a réussi à faire cette lecture géopolitique et à préparer comment est-ce qu'elle allait se défendre. Elle sait, la République iranienne sait que le détroit d'Ormuz serait pour nous un levier de puissance. C'est vrai que du point de vue géographique, c'est presque rien parce que c'est moins de 0,8% de mer à travers le monde, des océans à travers le monde. Mais du point de vue géostratégique, ça c'est un levier de puissance. Okay? Et aussi, le contrôle de cette partie obligerait un de nos partenaires importants qui est la Chine, même si elle n'a pas l'intention de s'engager militairement dans la guerre, mais de mettre tous les moyens diplomatiques en marche pour que les États-Unis d'Amérique nous laissent libres. Voyez-vous? Et c'est cette capacité que la plupart des États africains manquent. Cette capacité qui fait que les États africains continuent à subir l'histoire. Parce que l'histoire est censée être la meilleure des écoles pour les États et même pour le peuple. Pourquoi? Parce que ce qui a été, comme le dit la Bible, finit par revenir. Et pour que les choses ne reviennent pas avec les mêmes formats, il faudrait dédramatiser l'histoire. Il faudrait regarder avec l'histoire avec des lunettes moins fatalistes pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon. Parce qu'aujourd'hui, même si cette guerre prenait fin,
vous allez constater avec moi, vous me donnerez raison, en peu de 2 ans, la plupart de ces États de pétrodollars qu'ils sont dans le Moyen-Orient vont chercher à repenser leur système de défense. Ils ne vont plus compter sur les États-Unis d'Amérique parce qu'ils ont vu leur vulnérabilité. La vulnérabilité, les limites. Oui. Voilà, ils ont vu les limites, donc chacun voudra chercher à se défendre. À rebondir pour... Pas seulement ces États, ces États du Golfe, mais vous remarquez aujourd'hui que même la Corée du Sud et le Japon sont en train de commencer à réfléchir sur comment renforcer leur arsenal pour une autodéfense, atteindre une autonomie sécuritaire. Bien que, ayant logé des bases militaires américaines chez eux, ils se rendent compte qu'on n'est pas toujours à l'abri du danger. Le tout dépend de quel ennemi on aura affaire. Si c'est un ennemi conventionnel, eh bien, les États-Unis peuvent nous garder. Mais si c'est un ennemi qui veut se comporter en état voyou, eh bien, on n'a pas la garantie d'être en sécurité. D'où il faudrait nous rassurer que les dispositifs sécuritaires qui nous protègent a été pensé par nous, monté par nous, subventionné par nous, entretenu par nous et même dans les cas nécessaires, utilisé par nous-mêmes. Alors, toujours dans le chapitre de responsabilité, est-ce que cette guerre serait un élément positif pour la diplomatie américaine dans ce contexte? Beaucoup estiment que c'est la plus grossière des erreurs que les États-Unis aient commis depuis 2 décennies. Ce que je reproche au président Donald Trump, c'est je dirais, sa soif démesurée pour les médailles, pour les trophées. Okay. Il veut à tout prix gagner. Gagner des coupes, gagner des trophées, gagner des diplômes. Ce qui l'amène à vouloir faire en une année ce que normalement on devait faire en 20 ans. Et aussi de ne regarder les choses qu'à l'intérieur de sa bulle, qui est le bureau ovale, tout en minimisant ce qui se passe à l'extérieur. Il s'est engagé dans plusieurs conflits à travers le monde. Avant l'Iran, c'était 8. Aujourd'hui, avec l'Iran, on est au 9e conflit. Et mais regardez, même quand il parle de la plupart de ces conflits, il en parle comme s'il avait déjà mis fin à ces conflits. Il a fini le conflit. Un manque de réalisme. Voilà, un manque de réalisme parce qu'il est en quête de l'approbation publique. C'est dû à quoi? Il croit naïvement à la toute-puissance des États-Unis d'Amérique, alors que même le petit Rwanda ici, il n'obéit pas toujours. Il n'obéit pas toujours parce que Donald Trump a un déficit dans sa personnalité. Okay. Et c'est ce qui peut arriver. Je crois que c'est aussi... Il faudra qu'il lise le chef dans ce cas. Évidemment, évidemment. Pour lui donner une copie du chef. Mais écoutez, il croit... Il a un ego surdimensionné de lui-même. Il a une image narcissique de lui. Il se croit être le centre du monde. Il n'a d'égard pour personne. Il n'a d'égard pour personne. Il n'a tellement d'égard pour personne qu'aujourd'hui, la presse américaine commence dans les coulisses, de manière tacite d'ailleurs, du reste, à présenter 2 profils qui pourraient les remplacer. Parce que si jamais, dans les mi-mandats, en novembre, il perd la majorité, rassurez-vous, il y aura un impeachment. Il va être démis. Et il y a 2 noms qui sont en train d'être cités, J.D. Vance et Marco Rubio. OK? Alors, on est en train de voir, certains républicains sont en train de voir quels seraient les profils qui remplaceraient le mieux Donald Trump. Il est trop puissant pour être chef d'État. Voyez-vous? Il est trop puissant pour être chef d'État. Parce qu'un chef d'État, c'est aussi la retenue. Un chef d'État, c'est aussi la capacité à faire des projections stratégiques. Un chef d'État, c'est aussi d'accepter les douces défaites pour acquérir des victoires éclatantes. Mais lui inverse les choses. Il veut des victoires éclatantes, rapides, dans l'immédiateté, de fast. Yeah. Donc il aime le fast. Et ce qui fait qu'il commet beaucoup d'erreurs diplomatiques. Pourquoi? Parce que comment pouvez-vous lancer un projet aussi noble? Avant que Trump n'arrive, tout le monde se plaignait de la léthargie de la bureaucratie des Nations Unies. Tout le monde se plaignait du fait que les Nations Unies ne soient qu'une caisse de résonance entre les mains de grandes puissances, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique.
nombreux. Kofi Annan a milité pour une réforme, ça a d'ailleurs été ça, le credo de son mandat au secrétariat général des Nations Unies, pour la réforme des Nations Unies. Trump arrive avec un projet, le Conseil de la paix. Bon, déjà, il s'y lance vraiment de manière brutale. Il faut payer 1 milliard pour y aller, pour y être membre. Il exclut d'avance ce qu'il considère comme étant des États ennemis. Mais ce n'est pas quand on vient avec un projet comme celui-là qu'on va s'engager dans une guerre comme celle-ci. Parce que déjà, en interne chez lui, le ministère de la Défense a été transformé en ministère des guerres. C'est un signal. Voilà, c'est un signal qu'il n'a pas la même perception de la paix que les autres acteurs internationaux. Pour lui, la paix, c'était une question de rapport de force. Vous écrasez les autres. Vous écrasez les autres. La paix, c'est qu'il n'y ait personne sur mon chemin. Oui. Or, la paix, c'est aussi les concessions. Oui. La paix, c'est aussi reconnaître à l'autre. Est-ce que ce n'est pas l'attitude d'un homme d'affaires, ça? C'est ce que j'ai dit. Il a confondu les milliers des affaires et l'aspect politique. Je pense que les États-Unis d'Amérique vont tirer une leçon. Okay. On ne doit plus avoir un président puissant. Parce qu'un chef doit être contrôlé. Un chef, comme je le dis dans le livre Les chefs d'ailleurs, a quelquefois besoin de voir ses ambitions ou encore son ego être malicieusement dompté par la clairvoyance de ce collaborateur pour l'empêcher à ne pas commettre de grosses bavures comme c'est le cas aujourd'hui. On a affaire à un chef plus puissant. Il veut être plus puissant que les systèmes. Parce qu'il a vu ce que l'argent pouvait faire. Avec ces milliards de dollars, il s'est rendu compte que rien ne pouvait le bloquer. Il pouvait tout faire. Mais il confond une chose, qui n'est pas Wall Street, il a la Maison Blanche. Voyez-vous? Et ce sont deux mondes différents, certes qui partagent certaines politiques, certains principes, mais c'est quand même deux mondes différents. Parce qu'ici, il faut savoir qu'on a affaire aussi, comme je le disais tantôt, au faible fort. Il est faible, mais il peut te ronger. Il est faible, mais il peut te mener. C'est ce que les États-Unis ont connu au Vietnam. Quand vous faites les rapports de force entre la puissance américaine et le Viet Cong, il n'y a pas match. Vous avez vu l'humiliation qu'ils ont subie. L'humiliation qu'ils ont subie en Afghanistan. La manière avec laquelle ils sont partis de l'Afghanistan. Oui. Donc pour dire que on n'est pas totalement fort, on n'est pas tout le temps fort, on n'est pas fort partout. Il faudrait toujours apprendre à voir qu'est-ce qui est bon pour moi d'abord, mais aussi qu'est-ce qui serait bon pour les autres, qui ne va pas amener les autres à accepter d'atteindre la phase existentielle pour dire alors on va tout embraser. Ça, il faudrait éviter. Donc, la diplomatie de Donald Trump commet beaucoup d'erreurs. Regardez l'humiliation qu'il a infligée aux États européens. Il a presque brisé cette coopération traditionnelle entre l'Europe et les États-Unis. C'est vrai. L'Europe et les États-Unis, quelque part, on ne sait pas savoir qui est la poule, qui est l'œuf, parce qu'ils se sont entrefaits. C'est vrai que l'Europe, après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont lourdement pesé avec le fameux programme Plan Marshall. Oui. Voyez-vous? Mais aussi l'existence des États-Unis d'Amérique, sa grandeur et sa brillance aujourd'hui, c'est aussi de la part de certains citoyens européens qui sont venus s'installer aux États-Unis d'Amérique. Donc, méconnaître cela, traiter Macron comme un enfant, jusqu'à exhiber les screenshots de vos conversations. Regardez aujourd'hui, il vient d'élever les sanctions pour quelques États qui vendent le pétrole. Mais il ne veut pas dire que ces sanctions-là, il vient de l'élever en faveur de qui? De la Russie. De la Russie, particulièrement. Vous comprenez? Ça, c'est grave. Au fait, il se souffle. Certains diraient qu'il a toujours gardé des relations un peu étroites avec la Russie, contrairement aux démocrates. Parce qu'il a peur de la Russie. Finalement, on se dit qu'il n'est pas autant puissant que... Non, il y a forcément... Il a peur. C'est justement l'essentiel de la question. Face à ce bourbier... Il a peur de la Russie, il a peur de Pyongyang. Et il ne veut pas aller en guerre directe avec la Chine. Avec la Chine. Ouais. C'était ça la nécessité de la question qui devrait arriver. Face à ce bourbier, face à cette
puissance excessive de Donald Trump, quels sont les États capables d'intégrer les jeux aujourd'hui pour pouvoir conduire à un processus de paix dans ce bloc-là? Ben, je crois que ces États que je venais d'énumérer tout à l'heure... Avoir peur des États, c'est une autre chose, mais oui. accepter la médiation des États pour capituler, c'est encore... C'est encore une autre chose. Je vois que tous ces États forts, capables de rappeler Donald Trump à l'ordre, mais ici, il faut comprendre qu'il n'y a pas que Donald Trump. Donald Trump joue le jeu de Netanyahou. OK? Donc, il faudrait aussi voir parmi ces États qui est-ce que Netanyahou peut écouter. Dans l'entretemps, ce que l'on ne dit pas aussi, c'est que Netanyahou est aussi en train de jouer à sa survie politique. Très impopulaire. Au plus bas dans les sondages, il sait que la seule façon pour lui de survivre, c'est de donner à Israël ce qui serait monumental, la capitulation de l'Iran. Voyez-vous, ôter à l'Iran sa dangerosité. Mais est-ce qu'il n'exploite pas justement le côté ambivalent de Donald Trump? Et il estime qu'un président un peu plus raisonnable n'aurait pas suivi. Il est fait. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont beaucoup milité pour que Trump arrive au pouvoir. Vous savez, certainement vous me ramenez à la considération de ceux qui estiment qu'aujourd'hui que l'establishment juif qui contrôle l'économie américaine est justement pour beaucoup... Non, pas seulement économique. Même politique. Depuis 54 ou 57, si je n'ai pas oublié, la politique étrangère américaine est gérée par les savoir-faire juifs. Que ce soit Madeleine Albright, que ce soit tous les autres, que ce soit Kissinger, que ce soit tous ceux qui ont assumé cette fonction de secrétaire américain, la politique extérieure, même s'ils ne sont pas juifs d'origine, ils sont cooptés par l'AIPAC, qui est le plus grand lobby juif. Ils sont cooptés par ce mouvement religieux qu'on appelle les évangéliques. Le National Prayer. Évidemment, ce sont les juifs aujourd'hui. C'est là où je respecte leur savoir-faire. Parce que le véritable détenteur du pouvoir n'aime pas les symboles du pouvoir. Il est dans le secret. Ils sont dans les secrets. C'est ce qui fait que Dieu reste Dieu. Parce que personne n'a l'adresse de Dieu. Personne ne veut voir Dieu quand il le veut. Donc il n'expose pas sa vulnérabilité. Voilà. Donc il reste Dieu. Et les Juifs dirigent le monde. En dirigeant d'abord les États-Unis d'Amérique, en dirigeant près de 55% de la presse occidentale, en refusant de se faire ennemi à la Chine, en dirigeant même la Russie, parce qu'il faudrait dire ici, aujourd'hui, la mania russe est essentiellement soit pro-juif, soit d'origine juive ou encore en partenariat avec des hommes d'affaires juifs. Ils sont moins de 2% de la population américaine. Voyez-vous? Mais ils détiennent à eux seuls plus de 40% de richesses privées. Ils sont à eux seuls dans les grandes universités, MIT, toutes ces universités de prestige, vous trouvez combien ils sont très représentés dans les milieux universitaires, mais très peu nombreux dans la démographie, dans la population. C'est pour dire qu'ils ont compris et ils ont tout fait pour ramener Donald Trump. Parce que quand vous regardez que ce soit Trump 1 et ce deuxième mandat de Donald Trump, vous allez vous rendre compte combien a été grande l'implication de ce lobby juif, l'implication de ces évangéliques, ultra-évangéliques, comme on les appelle, ces ultra-évangéliques, qui ne disposent pas seulement de moyens financiers, mais aussi de moyens intellectuels, qui ont une grande lecture du monde. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ont été victimes, humiliés lors de la Shoah. Le monde entier a vu leur humiliation, alors le monde ne doit plus se conjuguer sans eux. D'où les restes deviennent comme des marionnettes et ils sont des tireurs de ficelles. Ils ont choisi d'être le jeu au lieu d'être des simples pions. Voilà, ils ont choisi d'être le jeu. C'est eux qui contrôlent l'échiquier. Voyez-vous? Et ils ont réussi à le faire. Ce qui fait que Trump, Marco Rubio l'a dit. Je ne sais pas s'il l'a dit par
lapsus, par inadvertance, ou bien c'était une façon de... Parce qu'il faut dire que quand on travaille avec quelqu'un comme Donald Trump, on l'accompagne dans ses folies, mais chacun aussi se prépare en conséquence. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que Benjamin Netanyahou a vu cette ambivalence dans les chefs de Donald Trump et dit celui-ci pourrait bien servir à notre cause. La politique américaine n'avance pas de 3 pas sans que l'État d'Israël vérifie si ses intérêts sont sauvegardés ou sont menacés. Ça, c'est à travers le temps. Tout observateur, tout analyste qui s'adonne vous dira cela. Que les États-Unis d'Amérique collaborent certes avec beaucoup d'autres États, mais vous ne pouvez pas imaginer le degré d'intrusion de la politique juive dans la sphère américaine, que ce soit au niveau du Sénat, au niveau du Congrès, au niveau du monde des affaires, au niveau, déjà quand vous allez à New York, ces plus gros cabinets d'avocats sont pour la plupart tenus par ces Américains d'origine juive. Voyez-vous? Donc, ils ont compris le jeu, ils ont dit on ne va pas être les pions. Parce qu'après la Shoah, l'Holocauste, ils ont dit plus jamais ceci. Et la seule façon de ne pas être victime une deuxième fois, il ne faut pas seulement bomber le muscle, il faut faire travailler ses neurones, savoir c'est quoi l'écosystème ici. Les décisions partent d'où, passent par où et qui les exécute. Voyez-vous? Éviter toutes sortes de surprises. Parce que la surprise est un échec. Il faut toujours anticiper. Même quand quelqu'un croirait avoir réussi par lui-même, il ne sait pas que c'est vous qui lui avez octroyé le moyen et c'est lui qui avait fait de lui. Puisque vous l'avez fait, vous avez le pouvoir de les défaire. De les défaire, exactement. Alors, dans le peu de minutes qui nous restent, on va établir une corrélation. On voit l'intelligence juive. Aujourd'hui, difficile de pouvoir nommer cette guerre hybride qui a presque des enjeux territorialisés selon les États et les entités. Mais dans le fond, l'Afrique, quelle leçon peut-elle tirer de cette réalité? Parce qu'aujourd'hui, il y a une forte exposition de jeux au niveau international par cette guerre ici. Qu'est-ce que l'Afrique peut tirer comme leçon, vous en tant que stratège à ces niveaux-là? L'Afrique devait comprendre que les États se font la guerre pour plusieurs raisons et qu'elle doit sortir de cette illusion selon laquelle on peut rester en paix sans faire la guerre. On ne fera pas la guerre, non pas parce que personne ne veut faire la guerre, mais parce que tout le monde a peur de vous faire la guerre. Ça, c'est déjà le premier principe. L'Afrique devait, deuxièmement, comprendre, tirer comme leçon dans cette guerre, que les États ne peuvent que se défendre eux-mêmes. La richesse, parce que les États africains voudraient devenir comme tous ces États du Golfe, le Qatar et autres, qui sont devenus très riches, mais leur richesse n'a pas caché leur vulnérabilité. Ce qui signifie qu'il faut à la fois viser la prospérité, mais aussi privilégier la défense. Okay? Privilégier la prospérité et aussi la sécurité. Et cette sécurité ne peut être qu'assumée par vous-même. Vous ne pouvez pas compter à une hyperpuissance pour pouvoir vous protéger. La meilleure protection, la meilleure serrure ne se ferme jamais de l'extérieur, toujours de l'intérieur. Donc l'Afrique doit se réapproprier sa défense. L'Afrique doit se réapproprier ses richesses. Troisième leçon que l'Afrique doit comprendre dans cette guerre, c'est voir comment l'Iran a réussi. Je répète, l'Iran n'a pas ne peut pas tenir face à la puissance de feu de l'État d'Israël, moins encore à celle des États-Unis d'Amérique. Mais ici, je reviens avec ce que je disais tantôt, le fort faible, le faible fort. L'intelligence des situations. L'intelligence des situations, l'intelligence des situations. L'Afrique doit comprendre que l'État d'Iran, je l'ai dit d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques temps, je vais me vivre un extrait qu'on a balancé, sur l'ingénierie. Oui. L'Iran a compris que lorsque la menace, notre existence est menacée, on n'a pas besoin de plus de politologues, pas plus de juristes, on a besoin de plus d'ingénieurs. Parce qu'il faut nous réinventer. Il faudrait nous construire un système pensé par nous-mêmes,
mise en place par nous-mêmes, activée par nous-mêmes et avec l'éventualité d'être réparée par nous-mêmes si jamais cela a été touché. Ce que l'Afrique doit comprendre ici, c'est que les États forts ne laisseront jamais les États faibles devenir forts. La seule façon pour les États faibles de vivre en paix, c'est de rester faibles. Or, quand on est faible, il n'y a pas de paix pour les États faibles. Donc, l'Afrique doit tirer toutes ces leçons, mais aussi comprendre, avec ce qui se passe aujourd'hui, qu'il peut y avoir une sorte de propagation. Parce qu'il suffirait juste que la Chine, par exemple, voie Donald Trump dépasser le Rubicon et attaquer de manière directe les intérêts de la Chine, ou encore que la Chine brandisse une menace à Trump pour dire « si tu ne mets pas fin à toutes ces aventures, je vais moi aussi chercher à récupérer Taïwan. Okay? Si je vais moi aussi m'attaquer aux voisins qui sont ici, Japon et autres, et que la Corée du Nord dise « ok, moi aussi je vais m'attaquer à la Corée du Sud », et que Poutine dise « bon, je vais descendre, je vais arriver, je vais atteindre Kiev ». Donc, il y a risque de propagation. L'Afrique ne doit pas voir ce qui se passe à l'extérieur comme étant une affaire étrangère. Oui. Il peut y avoir un effet d'entraînement, si pas militairement, mais néanmoins économiquement. L'Afrique a aussi des États qui produisent le pétrole. Mais 65% du pétrole consommé en Afrique viennent de l'étranger. Pourquoi? Parce que simplement, l'Afrique n'a pas réussi à dompter son territoire, à apprivoiser ses instincts et à développer, à extraire, à transformer ses propres ressources. Et donc, nous sommes très vulnérables. Nous sommes très vulnérables. Mais aussi, ce qu'il faudrait ici apprécier, c'est la résilience d'une part de l'État hébreu et de l'État iranien. Nous avons affaire à deux peuples qui pensent presque de la même manière, à deux peuples pour qui la mort n'a plus la même signification. L'Afrique vit encore dans la sublimation de la mort. L'Afrique a peur de la mort. L'Afrique fatalise la mort. Mais que ce soit les Hébreux, que ce soit les Iraniens, la mort est une étape. Et lorsqu'un État n'a pas encore atteint cet état d'âme, n'a pas encore atteint cette mentalité, il n'est pas encore prêt à défendre son territoire. C'est ainsi. Pour ça, il doit d'abord comprendre sa mission. Il doit comprendre sa mission. Mais la première mission, c'est laquelle? La première mission, c'est d'abord de dompter notre territoire, de nous l'approprier et être capable de les protéger, être capable d'extraire les richesses qu'il y a, avoir de l'ingénierie pour les transformer, consommer et exporter les surplus. Mais l'Afrique, dans l'entretemps, est encore dans des débats. En fait, c'est vrai que nous sommes un continent à part, mais je crains que nous devenions un monde à part. Nous ne pensons pas le monde, alors que le monde nous considère comme étant un chapitre important qui le concerne. Le monde pense en nous, mais nous ne pensons pas le monde. Ça, c'est une évidence. Alors, avant de finir, j'ai deux questions. L'avant-dernière, c'est la RDC, dans son besoin existentiel aujourd'hui, a établi un rapport avec les États-Unis d'Amérique. Évidemment. Parce qu'au regard du visage que les États-Unis montrent aujourd'hui, il a encore un allié essentiel pour résoudre ce problème structurel ou pour accompagner ce processus de restructuration de l'État qui a longtemps été justement un jeu pour un autre État un peu plus intelligent que lui, le Rwanda. Ben écoutez, tous ceux qui se considèrent comme partenaires militaires ou sécuritaires américains, même diplomatiques américains, doivent se poser la question. Est-ce que le léopard, le dragon, sur qui nous avons compté pour nous défendre, a-t-il encore toutes ses griffes? A-t-il encore la possibilité de cracher le feu? Oui, face au Rwanda, par exemple, les États-Unis d'Amérique ont la force, ont le pouvoir. Mais la question, c'est la volonté. Est-ce qu'ils ont la volonté? Est-ce que dans leur agenda, c'est ça? Au-delà de ce qu'ils nous disent, est-ce qu'ils ont l'ambition de le faire? Parce qu'il ne faudrait pas considérer la fragilité ou les limites dont fait preuve les États-Unis d'Amérique face à l'Iran, que ces limites pourraient être refaites partout, de tout dépend de qui est-ce que les États-Unis d'Amérique a à faire. Face à l'Iran, il fallait s'y attendre. Moi, je le savais que l'Iran n'allait pas baisser les bras. Pourquoi? Ils ont vécu longtemps avec des sanctions.
Et cette résilience, cette pérennité dans les sanctions, au lieu de créer de la résignation, a plutôt généré de la résilience. Ils ont compris le monde, ils ont dit, nous allons survivre dans les sanctions. Nous allons faire les choses pour que les choses aillent en notre faveur. Donc la RDC peut continuer à croire, mais la RDC doit aussi tirer les leçons. Dans la mesure où, même si les États-Unis ne nous tournent pas totalement le dos, mais il se peut qu'ils s'engagent dans plusieurs fonds à la fois, et d'où nous devenons un peu simple détail. Nous cessons d'être une priorité. Voilà, nous cessons d'être une priorité. Déjà, nous n'avons jamais été une priorité. Okay. Bon, nous n'avons jamais été une priorité. C'est ce que nous avons qui est une priorité pour eux. Mais pas nous en tant qu'État. Parce qu'ils peuvent les avoir sans nous. Sans nous. Alors, on va finir par une question d'information. Pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que j'ai vu qu'il y a eu une limitation de tranche d'âge. Et quelqu'un m'a posé la question. Je vous vois sur une oscillation. J'aurais bien aimé participer, mais il a limité l'âge et moi j'ai dépassé l'âge. Pourquoi la masterclass est destinée à cette tranche de 20 à 30 ans. Pourquoi? Vous savez, ça fait plusieurs années que je suis à fond dans tout ce qui tourne autour du leadership consort. Okay. Je pense que la meilleure façon pour nous, c'est de penser à planter les arbres. Ok? Planter les arbres. Nous nous sommes beaucoup plaints de ce qui ne va pas. Nous sommes, vous et moi, conscients que le vrai problème auquel la République démocratique du Congo fait face, c'est un problème d'homme. Ok? C'est un problème d'homme. Vous et moi, nous n'avons pas été suffisamment préparés, modélés pour prendre à bras le corps nos problèmes, pour les transformer en opportunités. J'ai aussi constaté que, sans être pessimiste, j'ai aussi constaté que la plupart des personnes avec qui je traite généralement, qui viennent et qui payent d'ailleurs 10 fois, même 20 fois pour prendre part à mes masterclass, sont pour la plupart des personnes qui ont du mal à se laisser transformer. Okay. Alors, j'ai jugé bon, pour préparer l'avenir de notre État, à préparer les hommes qu'il faudrait demain. Parce qu'il est difficile de changer un homme à 50 ans. Il est difficile de demander à un homme politique de mettre en place une politique intègre, une politique stratégique qui porte des valeurs et qui pense à la communauté. C'est très difficile. Des valeurs qu'il n'a pas lui-même. Évidemment, parce qu'il ne les a pas. L'Église n'a pas réussi à le faire, l'université n'a pas réussi à le faire. Et j'estime que nous n'allons pas tomber dans un fatalisme. Nous n'allons pas désespérer. Mais il y a lieu aussi de préparer ces jeunes gens qui demain seront chefs d'entreprise, qui demain seront assis sur votre plateau comme pour vous remplacer, qui demain vont me remplacer en tant que professeur à l'université ou en tant que pasteur, qui demain seront députés, qui seront ministres. Regarde ce que notre classe politique est aujourd'hui. Dans l'ensemble, regarde ce qui est composé, ce qui compose notre élite nationale. Vous allez vous rendre compte que notre élite est en inadéquation. D'abord du point de vue de la qualité, du point de vue de l'orientation et même de la définition des objectifs à atteindre ou à poursuivre. Alors qu'est-ce que je fais? Nous allons faire comme le font les sorciers. Aller vers le bas âge, aller vers les enfants, les initier. Les initier à quoi? À la gouvernance publique. Cette gouvernance publique qu'on n'enseigne pas totalement à l'université, parce que tous les détourneurs ont été formés à l'université. Les initier au bon sens, parce qu'il n'y a pas un diplôme de bon sens, mais il y a un diplôme de l'intellectualité. Les initier au respect du bien commun, les initier à être des chefs demain, à être des chefs d'État demain. Alors, cette tranche d'âge constitue pour nous une pépinière. Une pépinière qui a un caractère déterminant, c'est qu'il est encore vierge. La semence que l'on va placer ne va pas être obstruée par d'autres herbes qui existent. Amener juste ces enfants à ne pas penser que à l'embauche, à penser aussi à l'entrepreneuriat. Il faudrait que ces enfants... Il y a un savant russe qui disait « Donnez-moi des enfants de 3 ans à 8 ans, je vous donnerai ce que la Russie sera dans 20 ans. »
Évidemment, nous ne prenons pas les enfants de 0 à 8 ans, mais nous prenons ces jeunes gens de 20 à 30 ans. Et c'est pour eux que nous organisons cette masterclass. Okay. Nous disons d'ailleurs, nous construisons l'avenir en préparant le leadership. C'est parce que nous préparons le leadership que demain, nous pourrons, sans prédire, sous forme d'une prophétie ou d'une prédiction, dire ce que le Congo sera. Voyez-vous? Okay. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, personne ne l'a pensé. Vous savez, aujourd'hui, chez nous, on parle, il y a une nouvelle classe politique, ainsi de suite. J'ai discuté avec un groupe d'hommes politiques lors d'une masterclass d'ailleurs, à un format très réduit. Ils m'ont fait appel pour échanger avec eux. Je leur ai dit, vous n'êtes pas la classe politique, la nouvelle classe politique. Oh non, c'est nous. Je dis non, 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 non. Et je leur ai démontré. Vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas la nouvelle classe politique. Vous fonctionnez avec ces vieux paradigmes hérités depuis notre accession à l'indépendance. Vous êtes une même classe politique rajeunie. Et on ne peut pas avoir un Congo avec vous. Votre jeunesse n'est pas si jeune. Votre jeunesse n'est pas l'élément dont... Le paradoxe dans le mot. Votre jeunesse n'est pas vieille. Voilà, voilà. Donc vous êtes de vieux jeunes. De vieux jeunes. Vous êtes de vieux jeunes. Vous êtes vieux parce que vous copiez les autorités morales. Vous copiez les présidents de parti. Ils vous ont fabriqué, ils vous ont transféré, ils vous ont légué les tares qui ont mené le pays au niveau où nous sommes. Cette nouvelle classe politique, elle sera nouvelle que si elle vient et fonctionne avec de nouveaux paradigmes. Et c'est quoi ces nouveaux paradigmes? C'est que le patriotisme vient au-dessus avant le militantisme. C'est quoi le nouveau paradigme? Si c'est bon pour toi et que ça détruit les autres, ce n'est donc pas bon pour toi. Le nouveau paradigme? Il ne faut plus penser à l'immédiateté. Pensez à long terme. Ne pensez plus à combien de voix nous allons gagner aujourd'hui. Pensons plutôt au legacy, à l'héritage. Oui. C'est quoi le nouveau paradigme? Le nouveau paradigme, c'est que nous pouvons faire de chez nous un paradis terrestre. Le nouveau paradigme, c'est que on ne me juge pas en fonction du diplôme ou du titre que je porte, qu'on me juge en fonction des problèmes que je peux résoudre. Quel type de problème? D'abord les problèmes sociétaux et ensuite les problèmes personnels. Voilà ce nouveau paradigme. Merci beaucoup, Dr Silas. Je rappelle, Slikin Village dans l'auditorium, je crois le 14. Le 14 à partir de 8 heures. Oui. Vous aurez l'image qui défile sur vos écrans, la masterclass. J'aime la thématique du deuxième affiche, challenger les bâtisseurs. Challenger les bâtisseurs, yeah. Et on a besoin des bâtisseurs. Venez parce que le Congo a besoin d'intelligence. Il faut renouveler l'intelligence humaine pour mettre fin à des menaces existentielles de cet État et espérer à l'existentialité de cet État et un État, pas seulement un État qui survit, mais un État fort. Comme on le chante tout le jour dans notre hymne national. Très bien. Je serais ravi de vous voir. Bon, maintenant que j'ai un visa particulier, je serai là. Donc vous pouvez venir. Voilà, vous pouvez venir. Vous pouvez gagner. Vous pouvez venir. Peu importe votre âge, venez quand même. Venez quand même. Merci beaucoup, Dr Silas. C'est toujours un plaisir de vous avoir et pas facile de pouvoir l'arrêter, mais le temps, c'est le temps. Merci également à vous qui suivez cette émission. Vous pouvez suivre en rediffusion sur nos plateformes digitales, sur Zoom Echo Live, sur YouTube et sur notre chaîne Zoom Echo Télévision, mais également de chaînes partenaires qui ont l'habitude de diffuser, notamment Edu TV, qui accompagne toujours le programme de Zoom Echo. On se retrouve très vite. Excellente suite de nos programmes. Merci à la grande équipe derrière et surtout, excellente suite de programmes. À très vite pour un nouveau prime d'entretien pour analyser et décrypter les questions non seulement d'actualité, mais de questions de développement. Au revoir.